One Piece, ou l'histoire des larmes qui côtoyaient sans cesse le sourire, l'expression d'un auteur qui aime la vie, le résumé de plus de 2 décennies de travail, l'histoire d'une œuvre qui aura réussi à faire autant pleurer que rire, une histoire où l'on sourit devant la mort car les hommes meurent seulement quand ils sont oubliés, une histoire où l'on rit de la mort incapable de faire autrement, empoisonnée par la guerre, un sourire comme message d'adieu, comme dernier souvenir, que ce soit sous la neige ou sous l'échafaud au moment de partir, le message d'un mangaka qui aura dévoué plus de la moitié de sa vie à faire voyager les autres, à nous faire ressentir, à nous faire rire, pleurer et pleurer de rire. Bienvenue dans l'analyse du chapitre 967 de One Piece où la fin est devant nous, où pour la toute première fois nous avons la réaction d'un homme face à ce que tous les lecteurs du manga rêvent de découvrir un jour. Le One Piece, un chapitre au sommet du mysticisme dont la dernière page marquera beaucoup de gens pendant très longtemps. Il va donc falloir en parler en détail et d'ailleurs nous le demandons très rarement, mais si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous encourager et de nous aider dans nos projets reste de vous abonner à la chaîne. On est plus de 300 000, alors merci pour votre soutien et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans cette magnifique aventure. Venez embarquer avec nous dans une review complète de la dernière ligne droite du Seigneur des Pirates. Rencontres, prophéties, théories, détails cachés, oui, tout ce que nous avons lu et tout ce que nous avons découvert, le roi des pirates Goldie Roger, comme son créateur Eiichiro Oda, l'avait déjà vu il y a bien longtemps. C'était le 1er décembre 1997, sur l'Euro Jackson, au chapitre 19, se disputaient Shanks et Baggy au sujet du pôle Nord et Sud. 22 ans plus tard, le souci du détail de l'auteur nous représente cette même scène, volonté de ne rien oublier, une maîtrise dans la construction et la cohérence du récit écrit pourtant sur plus de 2 décennies. Eiichiro Oda n'oublie rien, nous avons exactement la même dispute arrêtée par Rayleigh, mais cette fois-ci nous apprenons qu'elle se déroulait juste à côté d'une île qui nous est familière. Dès la première page, le ton est ainsi donné, la nostalgie sera de mise. Goldie Roger, obligé de traverser le monde entier en quête des rois de poneglyphes, retrace alors paradoxalement le parcours de celui qui plus tard suivra ses traces. Parcours que nous suivons nous lecteurs depuis plus de 22 ans. Commençant par notre Venise, le paradis des charpentiers marins, Water 7, maison de Tom, papa de l'Euro Jackson et du petit Cutie Flamme, âgé au retour de Roger de 10 ans seulement. Oui, Franky est bien le seul Mugiwara à avoir rencontré l'équipage du roi des pirates. Le seul autre candidat possible étant Brook, âgé à l'époque de 66 ans mais déjà mort et errant dans le triangle de Florian, seul rêvant de la boune. Une question se pose alors, comment cela se fait-il que Franky n'ait jamais évoqué sa rencontre avec Oden, alors que Momonosuke, pourtant seulement âgé de 5 ans à l'époque, s'en souvient? Tout simplement car ce dernier ne devait pas savoir qui il était. Franky ici ne rencontre pas Roger, mais seulement Oden loin des autres. Eiichiro Oda nous montrant seulement le samouraï ne se présentant même pas à Franky. Il serait alors tout simplement très beau que Oden, sans le savoir, avait fait la rencontre d'un de ceux qui allait plus tard sauver son héritage, et réciproquement, Franky, sans le savoir, avait fait la rencontre d'un des hommes les plus importants de ce monde. Que de souvenirs, revoir Tom, Iceberg, Franky et Kokoro faisant leur première apparition avant 2004, il y a plus de 15 ans. Je me revois alors devant la télé, lisant le manga tout petit, et ça fonctionne, rien n'est forcé, tout est parfaitement à sa place. Roger évoquant le Puffing Tom, et Cutie Flamme refusant de suivre des pirates que l'ironie du destin lui fera pourtant rejoindre, construisant à son tour comme son maître et père le navire du futur roi des pirates, Monkey D. Luffy, mais ça c'est une autre histoire. Même scénario plus tard dans le chapitre, la nostalgie laissant la place à la mélancolie, le mangaka introduisant dans le flashback la rencontre entre Pedro et Roger Hazo, initialement dessiné au chapitre 877, rappelant la mort du Minx et surtout que chacun a un rôle à jouer pour qu'une noble nouvelle se lève sur le monde. Et la revisite de ce conte nostalgique continue, parcourant le monde que nous côtoyons toutes les semaines depuis plus de 22 ans. Fredonnant le saké de Binks, grignotant de la barbapapa à Sabaody, l'auteur nous récompense en quelques cases seulement remplies d'autoréférences, comme un nouveau mensonge de Sop qui ont pour l'habitude de se réaliser. Dans ce chapitre, Baggy, avant d'atteindre Loftel, attrape la maladie imaginaire de Sop. Je vais mourir si je vais sur cette île. Mais la frustration est immense chez le nez rouge, car ici ce n'est pas un mensonge, non, c'est bien la réalité. Tontata, Cerbère, Top Géante,
serpentes, excréments de la taille du Nil et maladies inventées, tel un prophète, un homme devenu Dieu, tout ce qui est annoncé par le long nez devient réalité. Baggy et le Roux forment alors un duo très émouvant, de véritables amis. Leur relation est magnifique, car alors que Shanks avait la possibilité d'absolument tout connaître et de finir le jeu, il décide de rester en arrière avec son frère d'armes, les deux se promettant un jour d'aller à leur tour sur Lauftel. Et quel plaisir ce serait de voir Baggy, tout premier pirate méchant de One Piece, véritable running gag à lui tout seul, qui aura gagné en profondeur avec les années, réussir à se rendre sur la dernière île du monde. Je suis convaincu qu'il y arrivera. Baggy, avant la fin du manga, verra le One Piece. Et en plus de confirmer que Shanks et Baggy ignorent alors tout du One Piece et de Lauftel, il est intéressant de noter que le Roux n'a toujours pas sa cicatrice infligée par Teach, et cela confirme totalement notre théorie. Shanks a dû recevoir le coup le jour même de l'exécution de Roger, Oda cachant à plusieurs reprises son œil gauche. Vous trouverez en description nos travaux sur le sujet, racontant absolument tout ce que nous pensons sur le passé du personnage et sa relation avec Barbe Noire. Tous ces petits détails permettent au mangaka de renforcer une nouvelle fois le lore de son univers, rendant son monde plus vivant que jamais, comme si, lorsque nous fermions le livre, l'histoire, elle, vivait encore. Et c'est là qu'intervient un détail très intéressant, celui de Tequila Wolf, présenté pour la première fois en 2008 au chapitre 524. Chantier pharaonique sur East Blue, vieux de plus de 700 ans, qui a pour but de construire, grâce à des esclaves du gouvernement mondial, un pont gigantesque reliant toutes les îles du monde. Mais la venue de Robin par Kuma aura prouvé que le projet n'a pas encore été réalisé, même après 700 ans de travaux. Il est donc très intéressant de noter le retour du pont après un silence total de plus de 400 chapitres, et qui, datant du siècle oublié, doit avoir un rapport direct avec l'ancien royaume. D'île en île, Roger revisite le monde en quête de poneglyphes, mais Toki, malade, oblige l'équipage à retourner sur Wano Kuni. Rôle toujours décevante pour celle qui semblait pourtant être la clé de voûte du récit, la détentrice des réponses venant de plus de 800 ans dans le passé, mais totalement écartée par le mangaka. Décidément, il est dur d'être une femme dans One Piece. Oden retrouve alors son pays mais tourne littéralement le dos à ses amis, n'écoutant pas ses vassaux qui tentent de le prévenir de la destruction du pays par Orochi, une usine pouvant même être entrevue. Ça y est, la transition tant redoutée par les Japonais se fait, l'industrie prend le dessus sur la nature, Miyazaki écrit un nouveau film et Oden fuit ses responsabilités, donnant ainsi une raison, oui, de le trahir. Insulté et faisant honte à ses vassaux abîmés et fatigués, Oden ne vient pas en aide à ses amis. Serait-ce là la raison du traître caché parmi les fourreaux rouges dans le présent qui ne lui aurait jamais pardonné? Il est donc à noter aussi que tous sont présents sauf Denjiro, mais qui n'est de toute façon pas à soupçonner car jamais présent avec l'Alliance et donc incapable de divulguer dans le présent des informations à Orochi, et surtout qui aura fait face à Kaido et donc à la mort pour sauver Oden avec Hachura Doji, le tout montré au chapitre 922. Le doute plane toujours concernant le traître, mais une chose est sûre, l'absence d'Oden aura permis la venue au pouvoir d'Orochi et donc la destruction de Wano. Mais le samouraï avait un rêve et continue alors ses aventures cherchant les rocs de poneglyphes dont nous connaissons enfin l'origine du quatrième. Souvenez-vous, le premier se trouve sur Zo, le deuxième chez Big Mom à Totsland, le troisième sur Wano Kuni avant l'arrivée de Kaido. Et on se souvient de Brook qui disait en avoir vu un au chapitre 934 dans une salle remplie de Kokeshi, le reliant directement à Itetsu, étant lui-même présenté au chapitre 911 comme un collectionneur de Kokeshi. Seulement ce poneglyphe n'est pas rouge mais bleu, ce qui signifie qu'il y en a plusieurs sur Wano et que le rod doit se trouver plus précisément sur Onigashima chez Kaido. Et le quatrième se trouvait donc sur l'île des hommes poissons et appartenait à Barbe Blanche qui le donna à Roger, nouvelle preuve que l'homme le plus fort du monde n'était pas du tout intéressé par le One Piece, ayant trouvé depuis longtemps son grand trésor à lui, sa famille. En effet, rappelez-vous, avant Luffy, Barbe Blanche était le protecteur de l'île des hommes poissons, et ayant entendu les explications de Roger disant que ces grandes stèles culturelles étaient en fait très importantes, Barbe Blanche, en tant qu'ami, lui a donc indiqué que se trouvait dans la forêt sous-marine une pierre rouge et une pierre bleue. Mais comme nous le savons tous, aujourd'hui seule la bleue, l'être de Joe Boy, demeure. La rouge a disparu. Et si cette pierre était alors aujourd'hui protégée par Marco? Dans tous les cas, la course pour le légendaire trésor bat son plein dans le présent, mais revenons dans le passé, sur le Roe Jackson, arrivant à l'entrée et à la sortie du Nouveau Monde, l'île des hommes poissons, avec le fameux passage de Roger entendant pour la première fois les rois des mers parler, nous renvoyant encore une fois 10 ans dans le passé, au chapitre 648, Roger entendait la voix de toute chose. Nous pouvons alors remarquer depuis le chapitre 966 une volonté d'Oda à approfondir le phénomène, Roger et Oden l'entendant et le ressentant, que ce soit venant des poneglyphes, des rois des mers,
mer ou de Zunesha, les deux étant mal à l'aise sur l'éléphant, créant un parallèle avec Luffy et Momonosuke. Oui, l'histoire se répète, le samouraï et le futur roi des pirates ont entendu Zunesha, créature qui a commis un crime durant le siècle oublié et condamnée alors à errer pour l'éternité jusqu'à ce que quelqu'un lui donne l'ordre d'arrêter. Ordre que Momonosuke semble pouvoir donner. Kozuki, comme son père, est lié au siècle oublié par les poneglyphes créés par sa famille, il est le digne héritier de l'ancien royaume, tel Roger et Luffy avec les G, et peut alors ordonner à Zunesha de marabouter Jack et ses hommes. C'est pourquoi il est important de comprendre que Kozuki et G sont profondément liés, car oui, en découvrant le One Piece, Oden sut la vérité sur les G, mais aussi sur les Kozuki et son pays autrefois lié au monde entier, jusqu'à ce que sa propre famille, il y a 800 ans, décida de fermer les frontières, sûrement pour se protéger du gouvernement mondial tout fraîchement créé. Wano Kuni est alors l'unique pays au monde isolé, car permettant la réalisation de la volonté du G. Seulement, même liés, Roger et Oden sont arrivés trop tôt sur Laugh Tale, car ce sera sûrement dans le prochain chapitre que fera écho les paroles du samouraï au chapitre 958, disant qu'il fallait ouvrir les frontières de Wano et attendre une vingtaine d'années, corrélation directe avec la prophétie de Toki annonçant la vengeance des Kozuki dans 20 ans. Oden devait alors ouvrir les frontières de son pays, mission très importante permettant de réaliser ce que Roger n'a pas pu faire. Le pirate devenu roi a alors dû véritablement découvrir le légendaire trésor, découvert tous les secrets du monde, mais n'a pas pu réaliser ce que Joboy attendait, car arrivé trop tôt, confirmé par Riley au chapitre 507. Roger, comme le reste de ceux qui voulaient découvrir la vérité, ont été trop hâtifs, ne pouvant alors pas réaliser le plus important, car les armes antiques n'étaient pas encore nées, et Roger, malade, ne pouvait alors pas attendre 10 ans la réincarnation de Poséidon en Shirahoshi. Le roi des pirates a alors ordonné la dissolution de son équipage pour que chacun tacitement accomplisse sa mission. Oden devait rouvrir les frontières de Wano, Roger devait se rendre à la marine et lancer une grande ère de la piraterie pour trouver son héritier, Crocus devait retourner au Cap des Jumeaux, attendre le prochain roi des pirates pour le guider. Et il est incroyable de relire le chapitre 105, vieux de plus de 20 ans, présentant pour la première fois les pensées de Crocus, citant « Ce gamin et ses amis pourraient être ceux que nous attendions, tu ne crois pas, Roger ?» C'est incroyable. Seulement, Oden, mort avant d'avoir réalisé sa mission, se voit succéder par ses fidèles fourreaux rouges au chapitre 819. C'est pourquoi il est aussi probable que Scopper Gaban et Silver Riley, sans le savoir, portent eux aussi la volonté de leur capitaine et jouant leur propre rôle, celui d'entraîner son successeur. Confirmé au chapitre 966 comme étant les deux plus forts pirates de l'Euro Jackson. Riley aurait pu très bien avoir rempli déjà sa tâche en apprenant à Luffy les fondamentaux du haki, comme Crocus leur expliquant la navigation sur Grand Line et le fonctionnement d'un log pause. Le rôle de Gaban reste pour le moment toujours inconnu. Nous apprenons alors que Raftel signifie réellement Laugh Tale, le conte du rire, dû à la réaction de l'équipage en découvrant le One Piece. Il faut alors comprendre qu'il n'y a ici aucun changement dans le nom. Oui, Raftel signifie Laugh Tale et inversement, se lisant en katakana Rafuteru. Les japonais ne pensaient pas que cela signifiait en réalité un mot anglais, comme par exemple la glace se lisant Aisukurimu, ice cream, de même avec Rafuteru, Laugh Tale. Seul Roger et son équipage connaissaient la véritable orthographe, et le monde entier, comme les lecteurs, pensait qu'il s'agissait là d'un nom propre inventé. Mais non, à l'instar de Shingeki no Kyojin, le titan assaillant et non l'attaque des titans, le mangaka utilise les subtilités de la langue japonaise pour nous retourner le cerveau, et ça marche. Après avoir baptisé la dernière île en Laugh Tale, Roger comprit alors qu'il fallait préparer la venue de celui qui allait pouvoir finir ce qu'il avait commencé, le héros ultime, celui à qui sied parfaitement le chapeau de paille, celui qui a même été confondu avec Goldie Roger alors qu'il n'était pas encore né, celui qui va réellement réaliser la prophétie de Charlie, celui qui va détruire l'île des hommes poissons, celui qui va ouvrir les frontières de Wano, celui qui va pouvoir utiliser les armes antiques, celui qui va pouvoir faire tout ce que Roger n'a pas pu réaliser, et donc tenir la promesse de Joboy, qui est d'utiliser Poséidon pour faire porter au roi des mers Noah et emmener les hommes poissons vivre à la surface. Joboy, l'homme heureux, première fois mentionné au chapitre 628, vivant durant le siècle oublié et dont le gouvernement tente d'effacer de l'histoire. Il est celui à l'origine de tout, soupçonné d'être le roi de l'ancien royaume, premier porteur du chapeau de paille, laissant derrière lui son héritage sur des poneglyphes grâce au clan Kuzuki. Il est donc fort probable qu'à l'instar de Roger avec Oden et Luffy avec Momonosuke, Joboy était bien un membre des G et lié à la famille Kuzuki, demandant à cette dernière d'écrire le Rio Poneglyph comme témoignage et une lettre d'excuse aux hommes poissons car incapable d'avoir tenu sa promesse. Promesse que Luffy va tenir à sa place. Ici est la définition de la volonté du Di, la transmission de la flamme déjà évoquée par Barbe Blanche au chapitre 576. Luffy porte la volonté de Roger qui porte la volonté de Joboy, regrettant même de ne pas avoir vécu à la même époque que lui.
Seulement, comme annoncé par Riley, les Mugiwara comme les lecteurs pourront tirer leurs propres conclusions sur le One Piece. Contrairement à un Roger malade, Luffy, né au bon moment, ne va pas avoir à perdre des années de sa vie à chercher les rods de poneglyphes, ce qui lui permettra de ne pas avoir exactement la même réaction que Roger, qui était à l'époque impuissant et ne pouvait alors peut-être que rire. Le One Piece serait alors l'histoire de Joe Boy et son projet de réunification du monde, utilisant les armes antiques pour faire tomber Red Line, et donc les frontières, créant All Blue et faire que le monde ne soit pas divisé en 4, créant un seul et unique océan, un seul monde, une pièce, One Piece, permettant à Luffy d'être l'homme le plus libre du monde. Projet sûrement avorté par la coalition mondiale il y a 800 ans, créant un génocide et expliquant pourquoi les dragons célestes ont établi leur demeure au sommet même de ce qui représente une barrière, Red Line, et tentant d'effacer toute trace de l'histoire, créant ainsi le siècle oublié. Une nouvelle fois, en 17 pages seulement, nous pouvons témoigner de la complexité mais surtout de la poésie du récit, l'auteur s'intégrant dans son histoire, étant notre Joe Boy à nous. Il est très émouvant et effrayant de se rendre compte que One Piece va réellement finir un jour. Mais Eiichiro Oda nous rassure, comme les personnages de son œuvre, expression de la vie et explosion de la joie, à la toute fin, nous allons pleurer, mais surtout nous allons rire. Cette dernière page restera gravée à jamais dans ma mémoire, par un rire qui cache énormément de tristesse, une image douce amère qui rend vraiment tout drôle. Quelle puissance de réussir d'écrire et de dessiner ça après 22 ans de travail, rester aussi cohérent, poétique, intelligent et pertinent. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fier que de suivre One Piece. Oda ayant confirmé à de nombreuses reprises en interview que pour être sûr d'avoir réussi son dessin, il devait ressentir l'émotion de son personnage, ayant alors véritablement par exemple pleuré en dessinant Vivi au chapitre 210, hurlant et implorant la fin des combats à Alabasta. Ici, nous pouvons alors deviner un auteur rire et pleurer devant son bureau en dessinant Goldie Roger devant le One Piece, en commençant à écrire la fin du projet de sa vie, la fin du manga le plus vendu du monde, la fin de la plus belle et la plus grande des histoires. Rien ne pourra surclasser ce rire, si ce n'est celui que nous écoutons depuis tout petit, le plus beau du monde, porté par Mayumi Tanaka sous fond de souvenirs, entouré par 9 autres faisant partie comme tous de notre famille depuis bien longtemps. Ainsi, One Piece se terminerait sur le rire de Jinbei, Brook, Franky, Robin, Chopper, Sanji, Usopp, Nami, Zoro et Luffy.